Bonsoir Sébastien Le Foll. Bonsoir. Vous êtes directeur de la rédaction du Point et vous publiez ce livre dont le titre en dit long sur l'entre-soi des élites françaises. Reste à ta place, sous-titré Le mépris, une pathologie bien française. Reste à ta place. À qui s'adresse cette phrase ? D'abord, c'est une phrase que moi j'ai entendue quand j'étais adolescent. Je l'ai entendue dans la bouche d'un oncle, un cousin de mon père, qui, quand il a su que je voulais devenir journaliste, elle lui a dit « mais c'est pas un métier fait pour des gens comme nous, sors-lui cette idée de la tête ». Donc il avait intériorisé ce reste à ta place. Il me voulait du bien, mais il pensait que je ne pourrais pas y arriver. Puis ce reste à ta place, je l'ai entendu bien plus tard, même après la sortie de ce livre, où on m'a dit « mais comment ça, vous, un directeur de journal, vous allez vous préoccuper de ces sujets-là ». Parce qu'on voit sur la couverture, alors Bernard Tapie, Anne Hidalgo, Fabrice Lucchini, Éric Dupond-Moretti et j'en passe. Leur point commun de ces personnes dont vous avez recueilli le témoignage, avec d'ailleurs une liberté de ton assez inhabituelle, je dois le dire. Oui, ils se sont livrés comme peu souvent d'ailleurs, je crois. Ils ont joué ce jeu de la franchise, de la vérité, en parlant de leurs humiliations, de leurs blessures. Quel est le point commun entre ces personnages ? Ils ont brisé leur plafond de verre. Il leur a manqué quelque chose, un moment, un diplôme, des réseaux, des codes. Et c'est très important en France, les codes, les réseaux, et les diplômes aussi, pour réussir. Et c'est ce manque que j'ai voulu interroger. Qu'est-ce qu'on fait quand il manque une de ces choses, ou tout ça en même temps, pour réaliser ses rêves ? Finalement, vous vous interpellez la notion et la réalité d'ailleurs de déterminisme social, de reproduction sociale. Parmi ces personnalités finalement qui ont accepté de vous parler, qu'est-ce qui vous a le plus frappé ? Ils sont tous blessés d'une manière ou d'une autre, mais ce qui est frappant, c'est la manière dont ils ont surmonté les obstacles que leur tendait la société. Quand Éric Dupond-Moretti, ça peut paraître parfois dérisoire, vous voyez, c'est Éric Dupond-Moretti, les jeunes avocats, il monte à Paris, il va s'offrir une très belle veste dans une boutique de luxe, et puis il rentre 2 jours plus tard à Lille, coup de fil de son banquier, mais enfin c'est pas vous qui avez acheté cette veste, qu'est-ce que c'est que ça ? Il peut pas imaginer un seul instant, le banquier, que Éric Dupond-Moretti, avec son look à l'époque, tout avocat qui soit, puisse s'offrir une belle veste. C'est Fabrice Lucchini qui est ce enfant de marchand de fruits et légumes qui va devenir le prince des mots. Il quitte l'école à 13 ans et demi. Comment on fait pour ça ? C'est le récit de ses efforts, de ce combat personnel qui est frappant à chaque fois. Et vous expliquez que ce déterminisme social qui colle à la peau, finalement, il s'explique, entre autres, par cette société de cours, de statut. Ah oui, le mépris, il est inscrit dans notre société de cours, de caste et de connivence. Car on n'a pas terminé la Révolution française. Non, elle n'a pas été terminée la Révolution française. Et nous sommes encore largement les héritiers. Notre système social, notre organisation politique sont encore largement régis par ce mépris. Vous écrivez, le personnel administratif serait le clergé, les employés le tiers-état et les managers des grandes entreprises la nouvelle noblesse. Oui, il faut tenir son rang en permanence. On est dans un moule, c'est ça ? Exactement, il y a une étiquette, un protocole imaginaire auquel il faut sans arrêt se soumettre. Et quand on passe à côté, comme des personnages comme Bernard Tapie encore récemment, forcément on franchit des lignes jaunes où quelque part on est un peu illégitime. Et très concrètement, alors ça se traduit comment pour ces personnes assignées à résidence ou assignées finalement un statut social ? D'abord, les quelques personnages que j'ai interrogés restent quand même des exceptions dans cette société. Parce que qu'est-ce que raconte en creux cette enquête ? C'est tout le gâchis français. Ce sont tous ces gens, tous ces Français qui ont renoncé à leurs rêves, à leurs ambitions parce qu'ils se sont auto-censurés. Oui, le reste à ta place. Ils l'ont pris pour eux, vraiment. Il les a accablés, il les a détruits. Donc c'est ce que je veux raconter en creux, c'est que je veux donner le mode d'emploi quelque part, parce que j'aime les livres optimistes, incarnés, et tous ces personnages, de Lucchini à Anne Hidalgo et autres, ils racontent une histoire, ils donnent en quelque sorte un manuel de survie pour s'en sortir en France. Ça veut dire que l'école, finalement, ne fait pas son boulot, son travail. On parle de méritocratie, on parle d'égalité des chances, ce serait une vue de l'esprit ? Moi-même, j'ai eu cette chance de rencontrer un professeur qui a cru en moi, qui a pris du temps, en plus de ses cours, pour m'aider, m'initier à la littérature, me donner une culture générale
qui me manquait. Il y a des professeurs formidables en France. Mais il faut bien le reconnaître, il y a un système éducatif qui brise et qui reproduit, je dirais, socialement le pays. Et puis qui est fait pour des tournures d'esprit très scolaires. Mais quand on est un petit garçon, une petite fille, un peu original, avec d'autres compétences, pas tout à fait dans le moule, c'est plus compliqué. C'est pas valorisé finalement aujourd'hui. On ne reconnaît pas assez toutes les facettes des talents possibles dans notre pays. Il y a un modèle de réussite qui est à la fois précoce et scolaire. C'est un diplôme qu'on obtient très jeune. Et quand on n'a pas ça, quand on rate cette porte d'entrée, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on devient? Et d'ailleurs, le résultat, il est là, puisqu'il y a un chiffre très frappant. Il faut 6 générations pour sortir de sa condition modeste, sortir de ce fameux déterminisme. C'est quasiment en France, 2 fois plus. Voilà, c'est ça. C'est 4 générations et demie dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc on voit bien que c'est un mal particulièrement français, finalement. Ce n'est pas le cas dans tous les autres pays. Oui, parce que ça reste assez tabou et on ne veut pas vraiment en voir les causes. On se vante de notre modèle social sans vouloir reconnaître que ce modèle social, il ne profite pas aux nouveaux entrants. Il est hiérarchisé, il reproduit un système. Et d'ailleurs, il existe aussi, pas que sur le mépris social, mais finalement le mépris entre élites existe aussi, vous le décortiquez bien dans votre livre. Oui, il confine parfois au ridicule ce mépris. Je raconte lors de ma visite au dernier directeur de l'ENA que... avant la restructuration. Il y a quelques mois, il me montre les photos de toutes les promotions. Il y a la fameuse promotion à laquelle... où étudiait Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président de la République. Et puis je m'étonne de ne pas voir Giscard sur la photo de groupe. Et il me dit, mais non, les autres énarques n'ont pas voulu parce qu'ils venaient de Polytechnique. Ils ont bien accepté, il y a eu une exception pour quelques polytechniciens, 1 ou 2, mais les autres étudiants ne voulaient pas qu'ils posent pour la photo de groupe. Parce que c'était une sorte d'entrée d'office. Oui, il y a une forme d'aristocratie qui se reproduit dans ce système des grands corps et des grandes écoles. D'où l'on doit sortir en plus major. Oui, parce que celui qui sort premier du classement méprise un peu celui ou celle qui arrive derrière. Et ça peut avoir des résultats d'ailleurs, ce que vous expliquez très bien sur finalement l'organisation de notre société. Par exemple, si on prend l'exemple de la crise sanitaire, vous dites ce genre de mépris peut avoir des résultats même sur le traitement de la crise Covid. Racontez-nous. Oui, ça c'est les excès du corporatisme français. C'est-à-dire que d'un côté, le corporatisme, c'est la fierté d'appartenir à un corps, d'exercer un métier. Mais qui s'exerce, c'est ça le travers du mépris français, qu'il s'exerce au détriment des autres. Par exemple, le gouvernement décide d'autoriser les pharmaciens à vacciner. Eh bien, j'ai retrouvé des tracts de l'époque, émanant à la fois des médecins et des infirmières, où on dit mais comment les pharmaciens vont vacciner dans l'arrière-boutique, au milieu des cartons. Vous voyez, le ton est méprisant. On n'en fait pas de mal aux pharmaciens, mais enfin, voilà, on doit tenir son rang et donc marquer sa différence avec les autres. Le paradoxe quand même de tout ça, et ça va nous permettre de finir peut-être sur une note un peu optimiste, c'est que ça donne aussi la niaque, comme vous dites. Ah oui, c'est la qualité première de toutes les personnalités que j'ai rencontrées. La niaque, c'est une énergie, c'est la persévérance. Vous voyez, c'est pas tout faire des efforts. Ceux qui ne tuent pas en plus fort. Voilà, c'est ceux qui prolongent leur effort le plus longtemps possible. Et c'est la clé, visiblement, de la réussite de tous ces personnages. Des plafonds de verre qui se révèlent être en carton-pâte, dites-vous, si on essaye de les briser. Et puis même quand un plafond est en verre, le verre, ça se brise. Hein. Et ben voilà, on finit sur il n'y a pas de fatalité et rien n'est perdu. Merci à vous. Merci. Sébastien Le Foll. Je rappelle le titre de votre livre, Reste à ta place, c'est aux éditions Albin Michel. Tout de suite, c'est dans l'air. Bonne émission à vous et bonne soirée.